Alors, donc, on va essayer de commencer la deuxième série. Donc, nous avons le premier exercice, la sphère chargée en surface. Donc, on considère une sphère qui est chargée en surface. Bon, on vous donne que cette sphère-là, elle a un centre O. Alors, elle a un rayon grand R et elle est chargée en surface. Donc là, il faut voir qu'on parle ici d'une charge au niveau de la surface. C'est-à-dire que c'est la surface qui est chargée. Seulement, les charges se trouvent au niveau de la surface avec une densité surfacique sigma. Avec une densité surfacique uniforme sigma. Voilà, donc en appliquant les règles de symétrie et d'invariance, établir la forme du champ électrostatique en un point M de l'espace. C'est-à-dire, quel que soit le point M dans l'espace, on vous demande de trouver l'expression, déjà la forme du champ électrostatique. Car vous voyez que dans cette série-là, on s'intéresse à calculer le champ en utilisant le théorème de Gauss. Donc, pour utiliser le théorème de Gauss, il faut savoir des informations sur le champ, surtout la direction, les invariances, pour pouvoir appliquer facilement le théorème de Gauss. Alors, premièrement, les règles de symétrie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les symétries qu'on a et les invariances qu'on a? Monsieur, on va tout d'abord choisir un repère. Voilà, donc choix de coordonnées premièrement. Quelles sont les coordonnées qu'on va choisir? Coordonnées cylindriques. Non, sphérique. Sphérique, sphérique. Ça veut dire que le point M elle est paramétré par R θ phi. Voilà, donc ça veut dire que le champ est là une composante suivant R, suivant θ, suivant phi, dépend de R et θ et phi. Alors, euh, les invariances, quelles sont les invariances qu'on a? Oui? Monsieur, la distribution de charge est invariable par rapport à la rotation θ et la rotation phi, Oui. alors qu'il est variable par la translation R. Voilà, ça veut dire qu'ici, on va réduire les variables, donc θ et phi. Donc ça veut dire que le champ va dépendre seulement de R. La symétrie. Monsieur, tout plan contenant le point M et ER, Oui. c'est un plan de symétrie car c'est l'intersection de deux plans de symétrie. Premier plan, c'est M, E, R, E, θ. Et deuxième plan, c'est M, E, R, E, phi. Voilà, donc tous les plans qui passent par OM, en fait, pour la sphère, tous les plans qui passent par O sont des plans de symétrie, n'est-ce pas, de la sphère, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Donc maintenant, puisque on veut le point M, ça veut dire que tous les plans qui passent par O et M. Ça veut dire que on ne va pas prendre ce plan-là qui passe seulement par O. Donc il doit passer aussi par M. Donc il y a une infinité de plans qui passent par OM. Euh, bon, si vous citez deux, c'est pas grave. Donc l'essentiel que le champ et les donc sont des plans de symétrie. Pourquoi ce sont des plans de symétrie? Parce que si je prends la sphère,
on sait très bien que tous les plans qui passent par O sont des plans de symétrie. Donc ça veut dire si je prends ce plan-là, qui passe par O et passe par M, il va diviser la sphère en deux. Ça veut dire que ici je vais avoir un élément de volume. Je vais trouver son symétrie au niveau de la sphère. Donc, cet élément, puisque la charge, la distribution de charge, elle est uniformément chargée. Bon, l'élément de charge ici, c'est un élément sur la surface, dit de S. Donc, la quantité de charge, c'est sigma d de S. Le symétrique qui contient aussi la même quantité de charge, donc c'est un plan de symétrie. Donc, on va déduire que le champ il est suivant OM, donc ça veut dire que le champ il est suivant ER. Donc ça va nous donner que E de M appartient à l'intersection de ces plans. C'est quoi l'intersection de ces plans? C'est OM. D'accord? Donc finalement, Oui, monsieur. on obtient la forme générale du champ, c'est E de M égale à la composante ER qui dépend de R suivant ER. Donc OM, on sait très bien qu'OM il est pareil à ER, donc le champ il est suivant ER. Alors, deuxièmement, choisir la surface de Gauss et justifier votre réponse. Alors, le choix de la surface de Gauss, il va se faire à partir de l'expression que nous avons du champ. Puisque le champ est suivant R et il dépend de R, donc c'est quoi la surface de Gauss qu'on va choisir? On va choisir un sphère. Une sphère, oui. Donc, on va choisir une sphère. Qu'est-ce qu'il a cette sphère-là? Une sphère fermée passée par ou bien contenant le point M. Voilà. Donc, puisque le M il a cette forme-là, donc la surface de Gauss est une sphère, de centre O et de rayon R. Alors pourquoi, comment on va justifier ça? Parce que, car d de S est égal à d de S suivant R, donc puisque d de S est égal à d de S suivant R sur la surface de Gauss, ça veut dire que d de S, elle est collinaire Suivant avec une le champ. composante radiale. Voilà, c'est-à-dire qu'il est collinaire avec le champ. Et quoi d'autre? Et R, R égale à constante sur cette surface. Pourquoi? Parce que c'est une sphère qui a un centre O et un rayon R. Donc le R sur toute la sphère, c'est un rayon qui est constant. Donc cette sphère-là, c'est une sphère qui va passer par le point M, bien sûr.
et qui, qui a un rayon petit r. Donc maintenant, on vous demande de déterminer le champ. Alors, comment on va déterminer le champ? On va essayer d'appliquer le théorème d'Ampère, de Gauss. Alors, voilà. Calcul de flux. Oui, on va calculer le flux. Premièrement, calcul de flux. Alors, à quoi est égal le flux? Double intégration de ER fois D de S. Voilà, l'intégrale de E, de N D de S. Donc là, ici, quand on fait l'intégrale de E D de S, ici, le point M, il appartient à la surface de Gauss. C'est pour cela que le choix de la surface de Gauss, alors la surface de Gauss, c'est ça. On voit très bien ici. Alors, je ne sais pas. Ici. Alors, ici, la surface de Gauss. Donc, c'est une surface qui a donc c'est une sphère qui a le centre O et le rayon petit r. Donc, on a dit que le point M va balayer toute la surface. D'accord? Donc, le point M ici, il appartient à la surface de Gauss. Donc, ça veut dire qu'ici, l'intégration qu'on va faire, c'est au niveau de la surface de Gauss. Le D de S de la surface, c'est les suivants ER. Donc, ce flux-là, ça va être égal à quoi? ER suivant ER fois D de S. Voilà, donc on L'intégrale de sait que D de S. EM est suivant ER, D2S suivant ER, donc ça va nous donner ER, ER, D2S. Donc, puisqu'ici le R elle est constant, et on sait, c'est ça l'utilité de la variance. L'utilité de la variance, puisqu'on a le champ dépend seulement de R, donc on obtient que le flux est égal, donc on peut faire sortir le ER. C'est ça l'utilité de la variance. Le champ, Oui, monsieur. elle est constant sur la surface de Gauss. Voilà, il va nous rester seulement l'intégration sur D de S sur la surface de Gauss. Alors ici, vous pouvez faire directement que l'intégration sur toute la surface de Gauss, c'est la surface de la sphère, ou bien vous pouvez la calculer, prendre un élément de surface D de S qui est égal à R carré sinus θ d de θ d de phi, et calculer donc la surface, et vous allez trouver que cette surface que vous connaissez très bien, c'est 4pi r carré, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Fois 4pi r carré. Voilà maintenant on a calculé le flux. Donc, or, on sait que ce flux-là, d'après le théorème de Gauss, que ce flux-là est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Sur epsilon. Voilà. Donc, c'est-à-dire que on cherche ER. Donc, ça veut dire que le champ ici est égal, à Q intérieur sur 4pi r au carré epsilon. voilà, 4 pi epsilon 0 R au carré. Donc, voilà l'expression du champ. Maintenant, il nous reste à calculer le Q intérieur. D'accord? Oui, monsieur. Donc, pour le Q intérieur, toujours, quand on parle de Q intérieur, quand on dit Q intérieur, toujours,
Deux cas. Voilà, il faut penser à distinguer les cas. Toujours Q intérieur, je vais le mettre ici en rouge. Q intérieur, toujours, vous pensez à distinguer les cas. Voilà, toujours Q intérieur, on doit penser à distinguer les cas du point M. Cas du point M. Donc ça veut dire que l'association du point M dans l'espace, si je le varie, si je varie le point M dans l'espace, là je varie la surface de Gauss. Donc c'est-à-dire que j'ai la sphère ici par exemple. Si le point M il est là, la sphère de Gauss va contenir toute la surface de distribution. Si M il est à l'intérieur, ça veut dire que le Q intérieur va changer selon la position du point M. Donc, quels sont les cas qu'on va distinguer ici? Lorsque R, petit r est inférieur strictement à grand R, Voilà, et donc lorsque si, petit r est supérieur de grand R. voilà, donc si R inférieur à grand R, ou bien si R supérieur à grand R. Ça veut dire que ici, le point M il est à l'intérieur, et ici, M à l'extérieur. À l'extérieur de la sphère, et bien sûr, ici, M à l'intérieur de la sphère. Donc, si le point M il est à l'intérieur de la sphère, qu'est-ce qu'on aura? Que int égale à 0. Voilà, Q intérieur est égal à 0. Pourquoi? Parce qu'on a une distribution ça veut dire Surfacique. surfacique. Ça veut dire que les charges elles sont seulement sur la surface ici. Donc, si le point M il est à l'intérieur, ça veut dire que la surface de Gauss, alors si M il est à l'intérieur, donc nous avons ici notre sphère de distribution. Alors, la surface de Gauss qu'on a représentée tout à l'heure, donc il va se situer à l'intérieur parce que le point M il est à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de cette sphère-là de Gauss, c'est ça la sphère de Gauss, G, et la sphère en rouge, c'est notre sphère de distribution, la sphère de distribution. Donc, ici, les charges elles sont situées seulement sur la surface. Donc, si le point M il est à l'intérieur, la surface de Gauss, on a dit que c'est une sphère de centre haut de rayon petit r, elle est à l'intérieur. Donc, Q intérieur égale à 0. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de charge à l'intérieur de la sphère. Donc, Q intérieur est égal à 0. On va appliquer le résultat que nous avons vu tout à l'heure. UR est égal à Q intérieur sur 4 pi epsilon 0 r carré. Donc, dans ce cas-là, ça va être égal à 0 puisque Q intérieur est égal à 0. Alors, pour le cas où le R il est à l'extérieur, le point M il est à l'extérieur, ça veut dire R est supérieur à grand R. On aura bien sûr des charges. Pourquoi? Parce que la sphère de Gauss va contenir la sphère de distribution. Donc, on a cette sphère de distribution. La sphère de Gauss, elle est à l'extérieur cette fois-ci. Parce que le point M, il est à l'extérieur. Donc, l'intérieur de la sphère de Gauss, à l'intérieur de la sphère de Gauss, il y a des charges. Donc, ils sont où ces charges-là? Ils sont situées sur la surface de la sphère. Donc, comment on va calculer cette charge-là qui est à l'intérieur? Donc, Q intérieur. Bon. Alors, on peut commencer par l'intégrale, toujours. Q intérieur, c'est l'intégrale du d de Q. Donc, on va intégrer une charge élémentaire. Cette charge élémentaire, puisque on parle d'une charge surfacique, donc, ça va être double intégrale de sigma d de S. Sigma d de S. Donc, on va intégrer sur la surface de la distribution. Il faut faire attention sur les intégrations qu'on fait. Donc, c'est la surface de distribution qui contient les charges. Donc, cette surface-là qui contient les charges. Donc, on va
pas intégrer sur la surface de Gauss, car on doit penser euh, au niveau des charges. Ça existe au niveau de cette sphère, le rayon grand R. Donc, puisque sigma elle est uniforme, je peux faire sortir sigma. Donc, en général, Oui. on vous donne sigma uniforme. Si sigma n'est pas uniforme, à ce moment-là, on va vous donner, si on vous dit que sigma est uniforme, on va vous donner l'expression de sigma. Et là, vous allez l'exprimer, ça va être en fonction euh, des variables θ et phi. Donc ici, soit qu'on va mettre d de s est égal à un grand R au carré sinus θ d de θ d de phi, avec grand R sur le rayon de la sphère de Gauss, et intégrer, et on obtient la surface de une sphère, ou bien directement, vous pouvez mettre sigma 4pi R au carré. D'accord? Car cette 4pi R au carré, c'est la surface de une sphère. Si je veux la calculer, si je prends par exemple la sphère ici, je prends un élément d de s, je sais que dans ce cas-là, j'ai un rayon grand R qui est fixe, et d de s dans ce cas-là est égal à R au carré sinus θ d de θ d de phi. Donc quand je vais intégrer d de s sur la sphère, ça va être quoi? Le R elle est constant, donc R au carré, donc ça va rester l'intégrale du sinus θ d de θ, l'intégrale du d de phi, donc si phi ça varie entre 0 et 2 pi, et θ ça varie entre 0 et pi. Donc ça c'est ce qu'on connaît dans les coordonnées sphériques, et on calcule cette intégrale là, donc ça va nous donner 2 pi, et ça va nous donner 2, donc comme ça va être égal à 4 pi r au carré. Donc c'est ça l'expression de Q intérieur. Alors, je signale ici, j'ai déjà dit que si sigma n'est pas uniforme, on va vous donner l'expression du sigma en fonction, par exemple, de θ. Et là, quand vous allez exprimer sigma, vous allez pas faire sortir, vous allez ajouter au niveau de l'intégrale de θ. Donc, on va remplacer maintenant. Alors, on sait que ER de R est égal à quoi? Égal, Q1 sur epsilon. voilà, Q intérieur sur 4pi epsilon 0 R au carré. Ça, on a déjà trouvé ça à partir de l'expression du flux. Donc, finalement, on obtient que R est égal, donc on va remplacer sigma 4pi R au carré sur 4pi epsilon 0 petit r au carré. Donc 4pi, on va simplifier avec 4pi. Ça va rester quoi? Sigma r au carré sur petit r au carré. Donc sigma r au carré sur epsilon 0 petit r au carré. Donc ça, c'est le champ à l'extérieur de la sphère. Donc si on veut écrire maintenant le champ, c'est quoi? Donc l'expression du champ, ça va être quoi? Donc ça va être 2K. Donc ça va être E Oui. de M. 0 lorsque R est inférieur à grand R. Voilà. Et Vecteur nul, c'est si R est inférieur à grand R. Et sigma, grand R au carré. oui, Sigma sur epsilon R au carré. suivant R. Si R c'est pas un grand R. Donc ça, c'est l'expression du champ. Alors maintenant, on vous demande de tracer la courbe. Tracer la courbe de E de R. Mm. Alors pour tracer la courbe, bien sûr, on sait très bien que si je fais ici le R, ici donc E de R,
on va distinguer deux cas. Donc, on va positionner le grand R. D'accord? Et on va utiliser donc Oui. la relation pour R inférieur à R et pour R supérieur à R. Donc, si R inférieur à grand R, le champ est nul. Ça veut dire qu'ici, le champ il est égal à 0. Ici, c'est 0. Le champ ici, il est nul. Maintenant, si R est supérieur à grand R, donc si Monsieur, on va on va remplacer remplacer, petit r par grand R pour savoir l'image de grand R. eh bien, ça veut dire que ça va être, ici, ça va être sigma, sigma sur Sur epsilon epsilon. 0. Donc, une fonction, on a 1 sur R au carré. Donc, vous savez très bien que elle a cette forme-là. D'accord? Donc, ça, c'est l'expression du, ça veut dire la courbe de E. Alors, qu'est-ce qu'on remarque au niveau de la surface? Au niveau de la surface, ça veut dire au niveau de petit r est égal à grand R. Ça veut dire que quand La on... courbe est discontinue. Voilà, est discontinu. Donc, ça veut dire que le champ ici, elle est discontinu. Alors, Ouais. ici, on vous demande de vérifier la relation de passage. Alors, la relation de passage, on va la rappeler. Alors, relation de passage, on a cette relation de passage quand on a une distribution. Donc, on parle de relation de passage quand on a une distribution surfacique. Donc, ici, toujours, relation de passage, on a une distribution surfacique. C'est-à-dire que j'ai une surface, donc une surface, qui est chargée avec une densité de charge sigma. Donc, au niveau de cette surface-là, j'ai deux milieux. Donc, le milieu 1, par exemple, ça. Ici, le milieu 2. Donc, la surface, elle sépare donc les deux milieux. Donc, je suis le premier milieu ici, et je suis ici au niveau du deuxième milieu. Donc, la relation de passage, c'est E2, le champ au niveau du milieu 2, moins le champ au niveau du milieu 1. Bien sûr, ici, le champ pour un point qui est très très proche à la surface. Alors, on a dit que pour une distribution surfacique, le champ il est indéfini sur la surface. Donc, on prend deux éléments ici, deux points qui sont très très proches à la surface. Donc, la relation de passage, il nous dit que E2 moins E1 est égal à sigma sur epsilon 0 N12. N12, c'est quoi? C'est un vecteur unitaire qui part du milieu 1 vers le milieu 2. Donc N12, c'est un vecteur unitaire. Donc vecteur unitaire qui part du milieu 1, bien sûr qui est perpendiculaire à la surface. N12, perpendiculaire à la surface. Et la norme de N12, c'est 1. C'est un vecteur unitaire. Donc c'est ça la relation de passage. Donc on va essayer d'appliquer ça sur notre cas ici. On a la surface chargée, c'est la sphère de rayon R. Et on va prendre deux points qui sont proches, très très proches. Ça veut dire que R est égal à R- et R est égal à R+. Ça veut dire que
à ce niveau-là, un point très très proche, c'est-à-dire je vais prendre ici, et un autre point, je vais le prendre ici. D'accord? Ça veut dire que je suis dans ici on va l'appeler par exemple le milieu 2, ici milieu 1. Donc, quand on vous demande de vérifier la relation de passage, ça veut dire vérifier que cette relation, elle est, euh, ça veut dire elle est vérifiée. Donc, c'est quoi E2 si je prends le milieu 2? Quoi est égal à E2? Je suis au niveau R au carré. est égal à sigma, R au carré sur epsilon R, petit r au carré. est égal à sigma, grand R au carré, sur epsilon 0, quoi? Petit r au carré. Non, grand R au carré. Pourquoi? Ah, Parce que on je suis, remplace. voilà, parce que je suis à un point, le R, elle est très, très, très proche de la surface. Ça veut dire que le petit R tend vers R, d'accord? Donc le R, petit R tend vers grand R, d'accord? Donc ça veut dire que je prends un point qui est très, très proche à la surface, mais qui est dans le milieu 2. Ça veut dire que E2, donc ça veut dire que dans ce cas-là, E2 est égal à E de R plus. D'accord? Donc ça va être égal à sigma sur epsilon 0. Pardon, ici le champ c'est suivant ER. Donc ici c'est ER. D'accord? Donc sigma sur epsilon 0, ER, n'est-ce pas? Oui, Maintenant, monsieur. le champ au niveau du premier milieu, E1. 0. Donc 0, c'est le champ pour un point R qui est égal à R moins. Ça veut dire qu'il est très très proche de grand R, mais qui est inférieur à grand R. Donc, dans ce cas-là, est égal à 0. Alors, ça d'une part. D'autre part, sigma sur epsilon 0 n12 à quoi est égal? Alors, on a dit que Sigma epsilon 0. sigma sur epsilon 0 fois Monsieur, est-ce qu'on travaille par les normes? le vecteur. Non. Alors, si je prends la sphère, c'est ça la sphère. D'accord? Le milieu 1, c'est l'intérieur de la sphère. C'est ça le milieu 1. Et ça, le milieu 2. D'accord? Donc le champ au niveau du deuxième milieu pour un point qui est très très proche à la surface, c'est sigma sur epsilon 0 R. Et le champ à un point très très proche à la surface, mais qui est à l'intérieur, c'est 0. D'accord? Maintenant, la relation de passage, il nous dit qu'on va faire E2 moins E1, qui est égal à sigma sur epsilon 0 N12. N12, c'est un vecteur qui part du milieu 1 vers le milieu 2, et qui est un vecteur unitaire. Vecteur ER. C'est le vecteur ER, voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est ER. Donc, c'est ER. Donc, ça veut dire que sigma sur epsilon 0 est égal à sigma sur epsilon 0 ER. Alors, maintenant, on va faire E2 moins E1. On trouve qu'il est égal à sigma sur epsilon 0 ER, n'est-ce pas? Donc, si je fais E2 sur 1, donc la relation de passage est vérifiée. Donc, E2 moins E1 égale à sigma sur epsilon 0 ER. Donc, relation de passage vérifiée. C'est clair? Oui, monsieur. Donc, relation
de passage vérifié. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne l'exercice 1. Je ne sais pas, est-ce que c'est clair pour l'exercice 1? Est-ce qu'il n'y a pas de questions? C'est bon. D'accord, on va passer maintenant à l'exercice 2. Donc on va suivre la même démarche. Donc ici nous avons un cylindre, cette fois-ci qui est uniformément chargé en volume. Donc on considère bien sûr un cylindre infini d'axe OZ. Donc un cylindre infini. Donc la distribution qu'on a maintenant, c'est un cylindre. Donc un cylindre qui est infini. D'accord? Et qui a un axe OZ, ça veut dire que l'axe du cylindre, c'est l'axe OZ. Et bien sûr, on va essayer de trouver le champ au n'importe quel point M dans l'espace. Donc M, un point qui appartient à l'espace. Alors, première question, on vous demande d'établir la forme. Donc toujours, théorème de Gauss, on suit pratiquement les mêmes démarches. Donc on essaie de trouver la forme du champ. Alors, pour faire la forme du champ, premièrement, on doit choisir le type de coordonnées. Alors, quelles sont les coordonnées qu'on va choisir? Puisqu'on a ici un cylindre. Coordonnées cylindriques. Voilà, donc on va choisir des coordonnées cylindriques. Ça veut dire que le point M va être paramétré par donc R, θ et Z. Donc, quand on choisit les types de coordonnées, on va essayer de... Bon, l'expression générale du champ, c'est que le champ E de M il a une composante suivant ER, une composante suivant θ et une autre composante suivant EZ. Donc, on va étudier la symétrie des invariances. Les invariances pour réduire les variables et la symétrie pour trouver la direction du champ. Alors, quels sont les plans de symétrie qu'on a? Alors, puisque Monsieur, oui, plan passant par oui, le plan contenant le point M et le vecteur unitaire ER. oui. R et Eθ. D'accord, ça veut dire que le plan qui passe par M et qui est perpendiculaire. Donc, et le plan aussi qui passe par l'axe OZ contient le point M. Donc, ça aussi, c'est un plan de symétrie. D'accord? Alors, premier plan, c'est un plan de symétrie parce que le cylindre, il est infini. Donc, si je prends n'importe quel élément dans le cylindre, je trouve son symétrie. Et elle porte la même quantité de charge parce que le cylindre il est uniformément chargé. Donc ici, on voit donc que le cylindre est uniformément chargé. Donc c'est un plan de symétrie. Donc on va formuler donc ça. On a le plan M, ER, Eθ qui passe par M. Donc le plan doit passer par M. Donc M, ER, Eθ et M, ER, EZ. Donc ce sont deux plans de symétrie. Donc le champ appartient à l'intersection de ces plans. Ça veut dire que le champ il est suivant l'intersection de ces plans, c'est ER. D'accord? Parce que l'intersection des deux plans de symétrie, c'est ER. Donc le champ il est suivant ER. Maintenant les invariances. Voilà. Donc on a une invariance suivant θ θ et une et une autre invariance, suivant Z. voilà, une autre suivant Z. Parce que
le cylindre il est infini, donc pour n'importe quel observateur fixe que je prends, si je déplace le cylindre suivant Z, donc l'observateur ne va rien remarquer, ça veut dire qu'on a une invariance suivant Z. Si j'essaie de tourner le cylindre suivant θ, donc aussi on a une invariance. Donc finalement, on obtient que l'expression du champ est égale, alors n'importe quel point M, l'expression du champ c'est une composante qui dépend seulement de R et qui est suivant R. C'est seulement la composante suivant R qu'on a au niveau du champ. Voilà, donc c'est ça l'expression, ou bien la forme, déjà la forme du champ. Alors, en appliquant le théorème de Gauss, déterminer le champ électrostatique créé en un point M de l'espace. Donc maintenant, application du théorème de Gauss. On va choisir le système de Gauss. Voilà, on va choisir une surface de Gauss. Alors, c'est quoi la surface de Gauss qu'on va choisir? Surface cylindrique. Oui, on va prendre un cylindre. Pourquoi? Parce que la distribution de charge est suivante une composante radiale. Ce n'est pas la distribution de charge, c'est le champ. Le champ créé par cette distribution, elle est radiale. Donc, vous allez essayer d'imaginer le champ au niveau de l'espace, comment elle est. Donc, si j'ai le cylindre comme ça, alors, bien si je vois le cylindre de haut, donc un peu de dessus. Alors, le champ, je sais qu'elle est radiale, c'est-à-dire elle est comme ça. Elle est radiale. Donc, on doit essayer de l'imaginer sur l'espace. Donc, c'est ça le champ. Alors, on a dit que le choix de la surface de Gauss, on va essayer de choisir une surface qui va nous vérifier que le champ il est collinaire avec des 2S. Alors, si quelqu'un, par exemple, dit que voilà, je vais choisir, je ne sais pas, un cube, par exemple. Si quelqu'un il va me dire que je vais choisir un cube, alors si je choisis un cube comme ça, par exemple, quand je vais faire, quand je vais représenter le D2S de cube, je vais voir, par exemple, ici D2S, D2S, D2S. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a un angle entre D2S et E. Donc, ça veut dire que le calcul de flux ici, où le produit scalaire E D2S, c'est un petit peu délicat. En plus de la distance par rapport au centre, c'est pas la même distance. D'accord? Car on sait que le champ dépend de R. Donc, on a deux problèmes ici. Le champ et D2S ne sont pas collinières et le champ il n'est pas uniforme sur la surface de Gauss. Alors, quelqu'un d'autre va dire que je vais choisir une sphère, comme ça. Alors, quand on va représenter la sphère, déjà ici, on voit qu'on change au niveau du rayon. Donc, et le D2S, il est radial. Le D2S de la sphère, il est radial. Donc, pareil aussi pour la sphère. Le champ, il n'est pas collinaire avec D2S. Et le champ, il n'est pas constant. Donc, le choix qui va apparaître adéquat, c'est un cylindre. Alors, parce que c'est un cylindre, pourquoi c'est un cylindre? Parce que je vais garder donc un cylindre qui va passer bien sûr par M, comme ça. Car je vais garder la même distance donc je vais garder la même distance par rapport à l'axe, donc un cylindre d'axe
d'axe OZ. Donc comme ça, sur toute la surface latérale du cylindre, j'ai le champ, elle est collinéaire déjà avec, avec D2S. Donc ici, D2S, on voit très bien qu'il est collinéaire. Et le champ, elle est constant sur la surface latérale. Bien sûr, si je prends les autres surfaces de base, D2S, elle est suivant EZ. Mais ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que quand on va calculer, le produit scalaire, on sait très bien que le produit scalaire de deux vecteurs qui sont perpendiculaires, elle est Nul. nulle, exactement. Donc le champ, on sait que le champ est suivant R. Pareil ici. Donc même si ici ici donc j'ai pas la même distance, mais déjà j'ai les deux perpendiculaires. Donc la surface de Gauss qu'on va choisir, c'est un cylindre d'axe OZ et le rayon petit r pour qu'il passe par M. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Cette surface de Gauss, elle est constituée de trois surfaces. La surface de base, 1, plus la surface de base 2, plus la surface La latérale. surface latérale. Alors, si on prend seulement la surface latérale, on ne peut pas appliquer le théorème de Gauss. Pourquoi? Parce que la surface latérale, elle n'est pas fermée. Donc, cette surface-là, elle est fermée. C'est la somme ou bien l'union de ces trois surfaces-là qui nous donne une surface qui est fermée. Car on a dit que le théorème de Gauss, double intégrale sur une surface fermée de E d de S est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc ça, c'est le théorème de Gauss. Donc, puisque on a la surface de Gauss, la surface de Gauss est composée de trois surfaces, on doit décortiquer ce flux-là. Donc, pour calculer le flux, alors on sait que le flux est égal à double intégrale de E dB sur la surface de Gauss. Maintenant, je vais décortiquer cette surface-là, et la surface, elle ne va pas être maintenant fermée. Donc, je ne vais pas mettre le signe ici, rond. Donc l'intégrale sur la surface de base 1 de E d de S plus l'intégrale sur la surface de base de E d de S plus l'intégrale sur la surface latérale de E d de S. Alors, je ne vais pas mettre le rond, car ces surfaces-là, elles sont maintenant ouvertes. C'est l'union des surfaces qui est fermée. D'accord? Alors, sur la surface de base 1, la surface de base 2, à quoi est égal le flux? 0. 0, parce que sur la surface de base, Produit. voilà, parce que E est perpendiculaire à D de S. Donc égal à 0. Donc ça veut dire que le flux ici, elle est nulle. Bon, la surface de base, c'est une surface de base, c'est cette surface-là. Donc surface de base 1 par exemple. Surface de base 2. Voilà, donc le flux ici, elle est nul. Il va en rester maintenant la surface latérale. Bien sûr, on va considérer que le cylindre, il a une hauteur h. D'accord? On va pas dire que on doit faire une surface de Gauss qui va contenir toute la distribution. Ça veut dire qu'on va choisir un cylindre qui est infini. Non. Donc, on choisit seulement un cylindre qui a une hauteur h. Et quand on va faire le calcul, on ne doit pas trouver le champ en fonction de h. Ça veut dire qu'ils vont se simplifier. Donc, en général, les dimensions de la surface de Gauss vont se simplifier. Et si vous trouvez l'expression du champ en fonction des paramètres, bien des dimensions de la surface de Gauss,
Ça veut dire que vous avez fait une erreur quelque part. Il suffit de refaire les calculs. Alors maintenant, sur la surface latérale, on sait que D2S, elle est radiale. Donc, ça va être quoi? Donc, ça va être double intégrale sur la surface latérale. Et la forme du champ, c'est ER. ER. D2S est suivant ER aussi. Donc, ça va être égal à ER D2S. Puisque ER, elle est uniforme sur la surface latérale, car j'ai le même rayon. C'est ça l'utilité de l'invariance. Donc, ça va être ER intégrale de D2S sur la surface latérale. Alors, la surface latérale du cylindre, c'est quoi? Alors, si vous ne connaissez pas la surface latérale du cylindre, vous pouvez donc la calculer depuis R fois H. Donc, c'est l'intégrale. Donc, l'intégrale. La surface latérale, donc c'est petit r. Donc, un élément D2S au niveau de la surface ici. Donc, si on a une petite variation de θ, et cet arc-là, c'est R d de θ. Donc, R d de θ fois d de z. Donc, cette hauteur-là, c'est d de z. Ça veut dire une intégration sur d de z. Donc, bien sûr, z varie entre 0 et h, la hauteur du cylindre de Gauss, et θ varie entre 0 et 2π. 2P. Voilà. Donc, bien sûr, le R ici, il est constant parce que on est sur la surface de Gauss, qui est un cylindre de rayon petit r, ça veut dire on va faire sortir le R. Donc, ça va nous donner, alors, E de R fois R, l'intégrale de d de θ de 0 à 2π, c'est 2π. 2PH. Et fois H. Donc, la surface latérale, c'est 2π R fois H. Donc, maintenant, on va déduire. On sait très bien que dans la surface, dans le théorème de Gauss, le flux est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Donc, on obtient E de R, c'est quoi? C'est Q intérieur. Q intérieur sur 2πR H epsilon 0. Q intérieur sur epsilon 0 fois 2π RH. Voilà, donc ça c'est l'expression du champ en fonction de Q intérieur. Maintenant, la même chose, quand on arrive à Q intérieur, on a dit qu'à chaque fois qu'on arrive au calcul de Q intérieur, on va distinguer les cas. Alors, quels sont les cas qu'on a? Lorsque petit r est supérieur à grand R Oui, et lorsque petit r est un... c'est ça. Alors, maintenant, si petit r inférieur à grand R, qu'est-ce qu'on aura? Oui, Si on va calculer Q1, oui, Q intérieur si R inférieur à grand R. ça ne va pas être égal à 0 car on a une distribution volumique. Exact. Donc la distribution ici, elle est volumique. C'est-à-dire que le cylindre ici de distribution. Et le point M, il est à l'intérieur, mais il contient déjà une quantité de charge car le cylindre, il est volumique. Ça veut dire que la distribution, elle est volumique. Ça veut dire qu'il va y avoir des charges à l'intérieur de ce cylindre de Gauss.
Donc, le cylindre, on rappelle très bien que c'est un cylindre de hauteur h et de rayon petit r. Alors ici, la quantité de charge Q intérieur, à quoi est égale? Toujours, on a dit c'est l'intégrale de d de Q. Dans ce cas-là, c'est ρ d de V, puisqu'on a une distribution volumique, donc triple intégrale de ρ d de V. Mais le volume que je vais choisir ici, c'est le volume de Gauss. C'est le volume qui contient, le cylindre de Gauss. D'accord? Voilà, c'est quoi le volume de Gauss ici? Alors, vous connaissez très bien le volume d'un cylindre, ou bien vous pouvez prendre un élément de volume et faire R, D2R, D2θ, D2Z et intégrer, vous allez trouver le volume du cylindre, donc qui est égal à pi R carré fois H. D'accord? Ça, c'est le volume du cylindre, pi R carré fois H. Ou bien vous prenez l'élément de volume D de V et vous calculez donc l'intégrale. Donc, Q intérieur est égal à ρ pi R carré H, on va remplacer. Alors, E de R est égal à quoi? Q intérieur sur 2 pi R epsilon 0 fois H. Donc, on va remplacer 0 pi R carré H sur epsilon 0. On a dit 2 pi R H. Donc, on va simplifier avec pi. On va simplifier avec H. Vous voyez que H, il est R aussi. Donc, ça va rester rho R sur 2 epsilon 0. Donc, E de R est égal à rho R sur 2 epsilon 0. Donc, bien sûr, pour le cas de R inférieur à grand R. Maintenant, si R supérieur à grand R, donc si je prends le cylindre de la distribution, si les charges elles sont situées au niveau du cylindre, et maintenant le point M est à l'extérieur, ça veut dire que le cylindre de Gauss, c'est un cylindre de hauteur bien sûr H et de rayon petit r. Bien sûr, on sait très bien que le rayon de la distribution, c'est grand R. Voilà. Donc maintenant, c'est quoi les charges qui sont à l'intérieur? Donc les charges qui Ce sont à sont l'intérieur, les charges disposées sur oui, le cylindre, sur le cylindre de distribution. Ça veut dire le rayon grand R. voilà, c'est seulement sur cette partie-là. Les charges elles sont situées seulement ici. Alors, on ne va pas intégrer sur le volume de Gauss, car il n'y a pas de charge ici. Il n'y a pas de charge ici. Donc, Q intérieur, c'est triple intégrale de ρ et de V, mais cette fois-ci sur le volume d'intersection entre le volume de cylindre de Gauss et la distribution. D'accord? Ça veut dire sur ce volume-là. C'est au niveau de cette intersection-là où existent les charges. Ça veut dire que les charges sont situées seulement ici. Donc, Q intérieur est égal à ρ fois le volume de cette intersection-là. Ou bien vous pouvez calculer, faire l'élément de volume est égal à R, D de R, D de θ, D de Z, et vous intégrez, vous allez trouver que c'est pi grand R au carré fois H. D'accord? Je rappelle que l'élément de volume d'un cylindre, c'est D de V est égal à petit r d de R, d de θ, d de Z. Donc on va intégrer R de 0 à grand R. Donc ça va nous donner R carré sur 2. De θ, on va la varier donc
de 0 à 2pi, ça va nous donner 2pi. Donc 2pi fois r carré sur 2, c'est pi r carré. Et de 0 à h, c'est pi r carré fois h. Donc on va remplacer et on va obtenir que E de R est égal. Donc on va simplifier avec pi avec h. On va obtenir directement R au carré sur 2 epsilon 0 fois petit r. D'accord? Donc ça c'est l'expression du champ. C'est clair? Oui, monsieur. Alors maintenant, ça c'est... Bon, le champ, donc pareil, on va faire vecteur, ça c'est suivant ER, on a déjà montré ça. Maintenant, on vous demande de tracer la courbe. Alors la courbe, donc on a le petit r et on a E de R. Alors toujours, on a les deux cas, ça veut dire qu'on va prendre le R égal à grand R. Alors si R inférieur à grand R, alors si je remplace ici rho avec grand R, ça va nous donner rho fois grand R sur 2 epsilon 0. Donc rho, ici, rho grand R sur 2 epsilon 0. D'accord? Alors ici, c'est une droite. 2 points rho sur 2 epsilon 0. Donc ça va être une droite comme ça. D'accord? Alors, maintenant, pour R supérieur à grand R, si je remplace petit r avec grand R, j'obtiens quoi? J'obtiens la même valeur, rho R sur 2 epsilon 0. J'obtiens la même valeur. Ça veut dire que ici, on a le même point. D'accord? La courbe est continue. Voilà, la courbe est continue. Donc, la courbe en 1 sur R, elle tend vers 0. Donc, c'est là une allure comme ça. D'accord? Donc, ça, c'est la courbe du champ. Quatrièmement, on vous demande de discuter le champ en surface. Comment il est le champ en surface? Continue. Voilà, le champ est continu en surface. D'accord? Alors, généralement, lorsqu'on a une distribution volumique, le champ il est continu sur une distribution volumique. Donc, la distribution qu'on a, on a dit c'est un cylindre qui est infini. Donc, c'est ça notre distribution. Quand on parle de surface, on parle du champ au niveau de la surface. Ça veut dire au niveau de, quand on fait R est égal à grand R, ça veut dire au niveau de la surface. D'accord? Au niveau de toute la surface. D'accord? Donc, la surface du cylindre. Ici, on remarque que on est ici. C'est ça la surface. Donc, on remarque que le champ il est continu. Ça veut dire que si je prends deux points qui appartiennent un à l'intérieur et l'autre à l'extérieur, on a la même valeur du champ au niveau de la surface. Donc, ça veut dire que le champ il est continu. Donc, il est défini en surface. Donc, et généralement, c'est le résultat qu'on a pour le cas d'une distribution volumique. C'est clair? Oui, monsieur.
Alors maintenant, on va prendre une sphère, mais cette fois-ci qui est chargée en volume. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Monsieur, les mêmes démarches. Voilà, la même, Sauf que voilà, Q1, on va distinguer deux cas. voilà, donc la même démarche qu'on a fait pour l'exercice 1. Alors de même que l'exercice 1, on va montrer que le champ il est suivant ER. Donc E de M, il est suivant ER. D'accord? On applique un théorème de Gauss. Donc, puisque le champ est suivant R, le théorème de Gauss qu'on va appliquer, on va choisir la même surface de Gauss et on va trouver donc quoi? De même que l'exercice 1, on va calculer le flux, on va trouver que le champ est égal à Q intérieur sur 4pi epsilon 0 petit r au carré. C'est le résultat qu'on a trouvé dans l'exercice 1. C'est la Ouais. même chose, c'est la même démarche. Alors, ce qui va changer ici, c'est Q Le calcul intérieur. de Q1. Voilà, Q intérieur. Q intérieur maintenant, c'est, on va avoir deux cas. Et la distribution, maintenant la distribution, c'est une sphère qui est chargée en volume. C'est une sphère qui est chargée en volume. C'est-à-dire on parle de densité volumique rho. C'est-à-dire que les charges elles ne sont pas situées seulement sur la surface, c'est sur tout le volume. Et la densité de charge, c'est 0. Donc si R il est inférieur à grand R, qu'est-ce qu'on aura? Si R est inférieur à grand R, il va y avoir, On va calculer que D2Q. voilà, donc T2Q c'est Rho fois D2V. rho fois D2V. Et on a une distribution volumique. Donc on va intégrer sur le volume de Gauss. Donc le volume de Gauss ici, il contient les charges. Seulement on va prendre les charges qui sont à l'intérieur du volume de Gauss. Donc on sait très bien que Q est égal, on a une distribution volumique, donc la triple intégrale de rho D2V. On va intégrer sur le volume de Gauss. Donc ce rho une fois on va la faire sortir. Le volume c'est 0, 4pi sur 3, le volume de la sphère, R au cube, petit r au cube. D'accord? Donc ça, c'est la charge qui est à l'intérieur, euh, si le point M est à l'intérieur de la sphère. Maintenant, si M elle est à l'extérieur, la sphère de Gauss, ça va être une sphère, bien sûr, qui passe par le point M qui est à l'extérieur. Et les charges, ils sont situées seulement au niveau de la sphère de distribution. D'accord? Ça veut dire qu'il n'y a pas de charge entre Oui. l'espace compris entre la surface de distribution, entre la distribution et le volume de Gauss. Donc Q intérieur, ça va être égal. Rho triple intégrale par rapport au volume de distribution de D2V. Voilà, donc rho 4pi sur 3, grand R cette fois-ci, au cube. D'accord? Car ici, donc, on va prendre seulement le volume le volume de la sphère. Car les charges ils ne sont pas là. Il n'y a pas de charge ici. Pas de charge ici. Donc si je prends petit r ici, attention, il n'y a pas de charge. Donc les charges ils sont situées seulement à l'intérieur de la sphère de distribution. C'est pour cela qu'on intègre seulement sur le volume de la distribution. Donc on va remplacer, on a ici Q intérieur sur 4 pi epsilon 0 et ici donc l'expression de Q intérieur. On va obtenir finalement, donc le champ, on a dit qu'il est suivant ER, donc le champ donc E de M
Donc il va y avoir deux cas. Alors si petit r inférieur à grand R, donc on va remplacer en gros 4pi sur 3 petit r à la puissance 3. On va simplifier avec r au carré. Et, et ça va nous donner en gros petit r Sur 3 epsilon sur 0. 3 epsilon 0. Très bien. Suivant ER. Dans le cas où R inférieur à grand R. Alors l'autre cas, ça va être alors rho R au cube sur 3 epsilon 0. R au carré. Voilà. Si R est supérieur à grand R. Voilà, donc c'est l'expression du champ. Discuter le champ en surface. Continue. Voilà, donc puisqu'on a une distribution volumique, euh, toujours distribution volumique, on trouve que le champ il est continu en surface et on peut le vérifier. Donc on va dire que E euh, pour R est égal à R moins égal, donc je vais remplacer ici, rho R sur 3 epsilon 0. Le champ en R est égal à R plus. Je vais remplacer dans l'autre expression ici. Donc rho R à la puissance 3 sur 3 epsilon 0 grand R au carré, car le petit r est égal à R. Donc ça va nous donner rho R sur 3 epsilon 0. Donc on obtient la même chose, ça veut dire que le champ au niveau de R est égal à R moins est égal au champ au niveau de R est égal à R plus. D'accord? Et si on vous demande de tracer, donc avant de pour R inférieur à R, ça va être une droite, et après, donc ça va être une fonction 1 sur R carré. D'accord? Mais si on n'a pas demandé de faire le graphe, mais si on vous demande de faire le graphe, euh, vous allez donc voilà, faire le traçage de R et R. Donc vous allez distinguer les cas et vous allez donc tracer donc, le champ. Alors une droite ici. Je n'ai pas bien dessiné, mais c'est une droite. Après, voilà, et le champ au niveau de R est égal à R, c'est ce qu'on vient de trouver, 0, R sur 3 epsilon 2. D'accord? Oui, monsieur. Alors maintenant pour le quatrième exercice, le cylindre uniformément chargé en surface. Alors c'est la même démarche que nous avons fait pour le cylindre chargé en volume. D'accord? Exercice 2. Oui. Donc, Il y aura, monsieur, une différence au niveau de Q1. Q intérieur, voilà, c'est le changement au niveau du Q intérieur. Donc, première question, euh, même chose que l'exercice 2, donc E de M. Donc, les mêmes plans de symétrie, les mêmes invariances. Donc, le champ est suivant R. Deuxième question, même chose que l'exercice 2. Pour calculer le flux, trouve l'expression de E de R. Alors, on a déjà fait ça dans l'exercice 2. Ça va être Q intérieur sur epsilon 0 de pi RH. Voilà.
Donc, maintenant, la différence, ça va être au niveau de Q intérieur. Donc, Q intérieur, quels sont les cas qu'on va distinguer? Oui, Monsieur, lorsque petit r est inférieur à grand R et lorsque petit r est supérieur à grand R. voilà. Donc, si R inférieur à grand R, ou si petit r supérieur à grand R. Alors, on rappelle ici qu'on a le cylindre et les charges seulement en surface. C'est-à-dire que les charges sont situées seulement au niveau de la surface. La surface chargée avec une densité sigma, uniforme. Donc, si la surface de Gauss que nous avons choisie, c'est un cylindre de hauteur h qui est à l'intérieur, donc dans ce cas-là. Donc ici, il n'y a pas de charge à l'intérieur, car la distribution qu'on a, seulement un cylindre chargé en surface. Donc Q intérieur égale à 0. Donc Q intérieur égale à 0. Q intérieur égale à 0. Il n'y a pas de charge. Donc E de R égale à 0. Maintenant, si R est supérieur à grand R, qu'est-ce qu'on aura? On va calculer que Q de dQ. Oui, D de Q. Donc D de Q ici, donc on va voir l'intersection, parce que là où les charges se situent, c'est seulement au niveau de la surface. Ça veut dire que les charges ils sont situées seulement sur la surface de ce cylindre-là. Bien sûr, ici, la hauteur, c'est h. Et le rayon ici, on sait très bien, c'est grand R. Donc les charges ils sont situées seulement sur ce cylindre-là. Donc il n'y a pas de charge ici, il n'y a pas de charge ici, donc seulement les charges sont là. Donc Q intérieur égale, donc on a une distribution surfacique, donc c'est double intégrale du sigma d de S sur cette surface-là. Donc sigma elle est uniforme, donc c'est sigma l'intégrale du d de S sur la surface intérieure. On va l'appeler SI, cette surface-là. Donc ça va être quoi? Sigma de pi grand R H. Voilà, sigma de pi grand R fois H. Donc on va remplacer maintenant. Donc E de R égale Q intérieur. Je vais remplacer. Et je vais simplifier avec 2pi fois H. Donc ça va rester sigma grand R sur epsilon 0 R. D'accord? Donc j'applique cette relation-là et j'obtiens ça. Donc maintenant, on vous demande de tracer la courbe. Alors toujours la même chose. Alors on prend ici le R, E de R. Le point R est égal à grand R. Alors qu'est-ce qu'on remarque ici pour R inférieur à grand R? Le champ il est nul. Ça veut dire que le champ il est égal à 0 ici, à l'intérieur. Maintenant, si R égale à grand R, je vais remplacer. Je vais obtenir quoi? Sigma sur epsilon 0. Sigma sur epsilon 0, voilà. Donc ça va être une fonction en 1 sur R, ça veut dire que ça va être comme ça. Voilà, c'est le graphe. Discuter le champ en surface, donc le champ il est discontinu. Donc champ discontinu en surface, parce qu'on a une distribution surfacique.
champ discontinu en surface, car on voit ici que on n'a pas la même valeur. Donc de R est égal à R moins égale à 0. Elle est différente de E de R qui est égal à R plus est égal à sigma sur epsilon 0. Donc le champ il est discontinu. Et si vous voulez vérifier la relation de passage comme on a fait donc avant, vous pouvez donc faire milieu 1 milieu 2 donc, et faire E2 moins E1. Vous allez trouver que sigma sur epsilon 0, N12 c'est ER. Vous allez voir que la relation de passage elle est vérifiée. Alors est-ce que c'est clair jusque-là? Oui, monsieur, c'est clair. D'accord, donc on va s'arrêter là.